relaye les trucs du pouvoir. Donc voilà ce que Togo Fest dit. Action, c'est le groupe malgache, désormais seul maître à bord de Agou Holding, actionnaire principal de Togocom. Togo Fest. En plus, voilà l'article. Je vais vous le lire parce que je vais le commenter. En plus de renforcer son empreinte régionale, l'acquisition d'Agou Holding s'inscrit dans la stratégie d'Action d'étendre sa présence en Afrique subsaharienne. Action est déjà actif à Madagascar, aux Comores, au Sénégal et veut devenir un acteur majeur dans le secteur des télécommunications en Afrique. Le groupe malgache Action a racheté, écoutez-moi très bien, le groupe malgache Action a racheté les 20% de parts restants dans Agou Holding qui détient Togocom pour un montant de 32 millions de dollars. Devenant ainsi son unique actionnaire, a appris l'agence Ecofin. Cette transaction renforce sa participation majoritaire dans Togocom, l'opérateur télécom historique du Togo, et consolide sa position stratégique sur le marché togolais des télécommunications. Consolidation de la participation. Depuis 2019, Action, en partenariat avec Emerging Capital Partners, ECP, détenait 51% du capital de Togocom. Écoutez-moi très bien, c'est là où je vais faire l'analyse. Depuis 2019, écoutez cette phrase. Action, en partenariat avec Emerging Capital Partners, ECP, détenait 51% du capital de Togocom via Agou Holding. C'est-à-dire, ECP et Action se sont mis sous la coupole de Agou Holding pour détenir les 51% des actions de Togocom. Voilà. Et donc, Action possédait 51% du capital de Togocom via Agou Holding. Action possédait déjà 80%. Donc, Action possédait déjà 80% d'Agou Holding et contrôlait indirectement 40% de Togocom. L'acquisition des 20% restants détenus par ECP Africa Funds, permet à Action de contrôler désormais 100% de la holding, c'est-à-dire Agou Holding, qui consolide une participation indirecte dans Togocom à 51%. Quand vous suivez ces calculs que je viens de là, tout l'article que je viens de lire là, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez quelque chose? En 2000, Togocom a été privatisé en 2000, il y a 5 ans, en 2019. Quand ils ont privatisé Togocom, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que le groupe, les Malgaches ont pris 51% et que le Togo garde 49%. Et quand la question a été posée à Mme Sina Lawson, est-ce que les Malgaches sont les seuls à bord du navire Togocom? Elle a dit, ah mais non, que le Togo a 49% et que le Togo ne va pas laisser faire n'importe quoi avec la société. Parce que le Togo a quand même 49%, c'est une part assez importante des actions. Puisque Action, ou bien les Malgaches, n'ont que 51%. Donc, le Togo ne va pas permettre que, avec ces 49%, Action puisse faire n'importe quoi avec la société. Mais au fil des années, on se rend compte qu'en réalité, les 49% là même, on ne sait pas si le Togo les tient ou pas. Donc, les Malgaches étaient les seuls maîtres à bord. Ils faisaient tout et n'importe quoi. Alors, j'ai publié sur ma page, avant ce direct hier, l'acte notarié de Agou Holding, qui est une société assez obscure qu'on a créée dans la précipitation pour l'injecter dans le processus de privatisation de Togocom. Et dans l'acte notarié que j'en avais parlé dans l'autre live, mais dans l'acte notarié que j'ai publié, on se rend compte que Agou Holding a un capital de 10 000 francs. C'est-à-dire, Agou Holding qui est hébergé dans une maison bizarre en face de la pharmacie Tidjolé là-bas. J'avais parlé d'une clinique là, la clinique, pour ceux qui connaissent la clinique qui est en face de la pharmacie Tidjolé là-bas, entre deux petites villas de la clinique Tidjolé là-bas.
C'est là-bas qui était le siège de Agou Holding. Donc, Agou Holding a un capital de 10 000 francs CFA. Regardez, c'est sur ma page, l'acte notarié, publié dans les registres de CFE. Donc, Agou Holding a un capital de 10 000 francs. Et avec un capital de 10 000 francs, Agou Holding a acheté une société qui a un capital de 5 milliards de francs CFA. Exactement, Clinique Le Sauveur. Écoutez-moi très bien le raisonnement. Agou Holding, avec son capital de 10 000 francs, a acheté Togocom, Togocel et Togo Télécom qui cumulent un capital de 5 milliards. Déjà, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que vous et moi qui suivons ce direct-là, on aurait pu aussi acheter Togocel. C'est-à-dire que nous aussi, on aurait pu acheter Togocom. C'est-à-dire, quelqu'un va créer une société à un capital de 10 000 francs CFA et va acheter une société d'État à un capital de 5 milliards. Donc, ça veut dire que nous qui sommes ici, on n'a même pas besoin d'être à 2 ou 3. On peut acheter Togocom. On aurait pu acheter Togocom. Donc, ça a commencé par là. Ça a commencé par là. Et puis après, quand la société a été privatisée, on nous a dit, dans les 51%, il y avait ECP. ECP, c'est aussi un groupe assez curieux qui se retrouve dans le processus de privatisation Togo. C'est un fonds, je ne sais pas comment ils appellent ça, Emerging Partner Capital. Je ne sais pas, c'est un fonds d'investissement, je ne sais pas quoi, qui a... je suis allé sur leur site, ils disent qu'ils ont un bureau à Washington et puis un bureau à Johannesburg, on ne sait jamais. Tout le monde peut avoir un bureau à Washington et se crédibiliser. Et donc, cette société ECP-là, on l'a retrouvée dans la privatisation elle était déjà dans la privatisation de Togocom. On l'a retrouvée dans la privatisation de Orabank. On la retrouve aussi dans le processus de levée de fonds de la centrale Kekeli, qui n'a pas été une réussite. Donc, c'est un groupe assez bizarre, tout comme Agou Holding. Le fait même que on ait nommé une société Agou Holding, ça veut tout dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens, celui qui a une attache particulière avec la préfecture d'Agou, on le connaît au Togo. Donc, le fait qu'on a nommé une société Agou Holding, on comprend. C'est comme demain, on crée une société et puis on dit Pia Holding. Donc, tout le monde sait qui est derrière cette histoire-là. Donc, société Agou Holding, on crée ça, on met un malgache devant et puis le capital est de 10 000 francs et on va acheter une société d'État à 5 milliards. Alors, quand on privatise Togocom, ou bien dans le processus de privatisation de Togocom, on a demandé aux agents, aux employés de Togocom, que ceux qui veulent partir volontairement peuvent se manifester. Et la société va les accompagner dans leur départ. Vous savez que quand il y a des privatisations comme ça, où il y a des sessions, il y a des gens qui sont presque à 5 ans de leur retraite, à 2 ans, à 3 ans, qui ne veulent plus revivre les difficultés, qui décident de partir. Donc, la société calcule les indemnités de départ, les primes, les indemnités de retraite, les paye, et puis ces gens, ils se battent pour aller se valoir ailleurs. Donc, il y a des gens qui se sont manifestés dans le groupe Togocom à partir. Et la société les a informés des droits dont ils devaient être bénéficiaires dans le processus de leur départ. Et donc, ces gens-là ont trouvé que l'offre était assez convenante pour eux pour quitter la boîte. Et donc, ces gens se sont inscrits comme volontaires au départ pour aller se reposer après des années de service dans la boîte. À la veille de la signature du protocole d'accord de départ de ces gens-là, la société remet en cause tous les acquis, c'est-à-dire les propositions financières qu'elle avait préalablement, accordées aux candidats au départ, en disant non, ça on ne peut plus faire, ça on ne peut plus faire, ça on ne peut plus faire. Maintenant, vous qui voulez partir, c'est à prendre ou à laisser. Et donc, ils ont contraint les gens. Les gens n'avaient plus d'autre choix. Ils ont contraint les gens parce qu'il y avait un syndicaliste qui était contre, qui s'est vraiment engagé pour dénoncer cet arbitraire-là en mobilisant certains de ses collègues. Ce syndicaliste a été licencié
par les nouveaux arrivants. Il est même en procès avec le groupe Togocom à la justice. Et donc, les gens ont signé le cœur dans l'âme, hein, la mort dans l'âme plutôt, ce document. Et lorsque le document, le protocole a été signé, et que Togocom a débloqué les fonds à ces gens-là, les fonds ont été virés sur leur compte dans les banques, et ceux qui avaient des crédits dans les banques et tout ça, les comptes ont été ponctionnés par les banques et les gens se sont retrouvés avec zéro. Les gens n'avaient plus rien. Voilà comment certains ont été remerciés à Togocom après la privatisation. Il y a d'autres, notamment dans le groupe Togo Télécom, tout ça, qui ont été licenciés, soit disant que la société n'avait pas les moyens de les garder. Et ces gens-là sont au nombre de au moins 320 personnes. Et ces gens se sont organisés en collectif et ont fait des démarches pour rentrer dans leurs droits depuis 5 ans. Ils ne sont pas rentrés dans leurs droits. Au moins, il y a déjà une vingtaine qui sont morts. Donc, il y a une vingtaine de Togolais qui sont morts parmi ces employés déflatés de Togo Télécom et de Togocom. Et ces gens ont tapé toutes les portes de la République pour qu'au moins on puisse leur payer leurs droits. Toutes les portes étaient fermées. Aucune porte ne s'est ouverte à eux. Et donc, ces gens ont amené l'affaire à la justice. Et en première instance, ils ont gagné. La justice leur a donné raison. Et la société a fait appel de la décision. Et donc, depuis, ils sont devant la cour d'appel. Et les juges de la cour d'appel reçoivent des pressions, du trafic d'influence. Et à chaque fois, on fait le dilatoire, on reporte le dossier, on reporte le dossier, on reporte le dossier. Et ces 320 personnes-là sont aujourd'hui à la maison en train de mourir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Les uns après les autres. Et parmi ces gens qui sont à la maison en train de mourir, qui ont été déflatés de Togocom, et ils sont en train de mourir à la maison, dont moi, Ferdinand, je parle ici aujourd'hui. Vous qui me suivez là, vous avez des parents parmi eux, vous avez des frères de village parmi eux, vous avez des oncles parmi eux, vous avez des soeurs parmi eux. Ils sont en train de mourir à la maison. Et on ne parle pas du drame de leur famille, parce que derrière chaque fonctionnaire qui meurt aujourd'hui à la maison, ils ont des enfants. Ils ont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas aller à l'université. Les filles vont devenir des prostituées. Ils ont des femmes qui ne peuvent pas soigner. Ces gens sont à la maison, après avoir rendu des services à la République, en train de mourir un à un. Et moi, Ferdinand, je suis en train de parler d'eux dans ce direct-là. Et vous viendrez m'insulter. Mais ce sont vos frères. Chacun parmi nous a un membre de sa famille dedans. Que ce soit un membre direct ou indirect. Vous avez des frères de village là-bas. Vous avez des amis là-bas. Vous avez des amis, des parents de vos amis qui sont là-bas. En train de mourir parmi ces gens-là. Parce que dans un pays, des gens ont décidé de les priver de leurs droits. Quand vous n'avez plus de moyens, vous ne pouvez pas instruire vos enfants. Vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas aller à l'université, ils ne peuvent pas aller dans les écoles de BTS. Les gens sont à la maison, leurs enfants sont devenus des délinquants. Mais ils ont été de grands fonctionnaires. Dans cette histoire de privatisation de Togocom. Et donc, ces gens-là, ils ont saisi Awanana quand ils se sont rendus compte que la justice est en train de faire du dilatoire. Et généralement, c'est les gens qui sont proches de la société Togocom, plus la ministre Sina Lawson, qui utilisent leur réseau, qui font pression sur les juges pour que les juges ne tranchent pas l'affaire pour que ces déflatés puissent rentrer dans leurs droits. Donc, ces gens sont allés voir Awanana, la médiatrice de la République, pour lui exposer leurs déboires, leurs problèmes. Comment est-ce qu'ils souffrent? Comment est-ce que des gens parmi eux sont en train de mourir? Comment est-ce qu'ils n'ont plus de moyens? Comment est-ce qu'ils sont devenus des gens sans argent? Rien du tout. Donc, ils sont allés voir Awanana. Et Awanana les a écoutés à plusieurs reprises. Et Awanana a écrit à Sina Lawson. J'ai publié les courriers. Awanana a écrit à Sina Lawson. Awanana, à elle seule, elle représente une institution. C'est la médiature. C'est la médiature. Awanana est la médiatrice de la République. Donc, elle incarne une institution constitutionnelle. Elle incarne une institution constitutionnelle. Et ses pouvoirs sont assez énormes. Elle intervient dans tous les dossiers pour apaiser certaines situations, des conflits, tout ça. Donc, Awanana a saisi Sina Lawson. Elle qui est une simple ministre de la République. Elle n'incarne pas une institution constitutionnelle. Sina Lawson, elle est juste une ministre de la République.
Et Sina Lawson n'a même pas répondu à Wanana. Elle ne s'est même pas foutue de la répondre. Elle n'a même pas répondu à son courrier. Parce que, effectivement, le courrier concerne ces agents déflatés de Togocom. Elle n'a même pas répondu. Il a fallu que Awanana relance Sina Lawson plusieurs fois avant qu'on ne lui réponde par un courrier laconique que j'ai publié. J'ai publié les 2 courriers. Vous allez constater que dans le courrier de Awanana, elle s'est plaint que ça fait plusieurs fois qu'elle lui écrit sans réponse. Voilà comment le pays fonctionne. Voilà comment la République fonctionne. Il y a certains qui sont super ministres, qui sont au-dessus des institutions. Donc, Madame Awanana, qui incarne une institution constitutionnelle, écrit à un ministre, parce que la ministre est tellement puissante qu'elle se fout même de répondre à la médiatrice de la République. Et il a fallu que la médiatrice le renvoie plusieurs fois pour dire, mais Madame la ministre, mais on vous a saisi depuis. Mais il faut... Parce que nous sommes dans l'administration. L'administration, elle est fondamentalement épistolaire. L'administration telle que nous la connaissons, elle est épistolaire. Les courriers dans l'administration, c'est des papiers, ce n'est pas des téléphones échanges verbaux. L'administration, elle est épistolaire pour garder les archives pour demain. Donc, elle ne s'est même pas foutue de répondre à Awanana. Il a fallu que les services de Awanana la rappellent plusieurs fois à l'ordre avant qu'elle ne renvoie un courrier laconique à Awanana. J'ai publié les 2 courriers sur ma page ce matin avant de commencer le direct. Vous pouvez les lire et constater vous-même comment notre République se comporte. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, les 320 Togolais, bon, on m'a dit qu'il y a déjà 20 qui sont morts, donc il reste 300. Ils sont là, dans le couloir de la mort, en train de mourir un à un. C'est des gens qui ont travaillé pour la République. Parmi eux, il y a des compétences, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont été formés par la République. Ils étaient au service de la République. Mais aujourd'hui, on les a déflatés, ils sont à la maison, ils sont licenciés, ils ne peuvent même pas rentrer dans leurs droits. Ils sont en train de mourir les uns après les autres. Et leurs enfants sont à la maison, ils n'ont plus les moyens de scolariser leurs enfants, de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin de leur famille. Il n'y a rien qui puisse enlever la dignité d'un homme que quand on lui enlève son travail et qu'on lui refuse de payer ses droits. Et ces gens-là, ces gens dont je parle, ils sont de toutes les ethnies du Togo. Ils sont de tout le Togo, du sud jusqu'au nord. C'est des gens, moi je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Je ne suis même pas sûr que j'en connais un seul. Mais je suis là en train de parler de leur cas. Je suis là en train de parler de leurs problèmes. Je suis en train de parler de leurs problèmes. En train de plaider pour que leurs problèmes soient réglés. Parce qu'on est contre l'injustice. On est contre les dérives autoritaires, quelle que soit la victime. On est contre les... Je peux dire que je m'en fous. Je peux dire que je m'en fous, moi. Je m'en fous. Je peux dire que ce n'est pas mon problème. Les gens n'ont qu'à aller se débrouiller. Certainement que parmi ces gens qui ont été déflatés, il y a des militants d'UNIR. Il y a des gens qui faisaient le zèle quand ils étaient militants d'UNIR, quand ils étaient au poste. Il y a des gens certainement qui ont été recrutés de manière pas correcte, pas catholique. Mais à partir du moment où ils sont en train ils sont victimes d'une injustice, nous avons le droit d'en parler. Nous avons le droit de voler à leur secours. Oui, ce Toko, j'ai parlé des gens de ce Toko aussi qui ont été déflatés. J'en ai longuement parlé. J'en ai longuement parlé. Donc aujourd'hui, ces gens-là sont à la maison pendant que les gardes de Togocom sont en train de se faire des milliards sous notre dos. Alors, si on fait le calcul du dernier de l'information qu'on a eu de Togocom, comme quoi Togocom a racheté les 20% de Agou Holding, ça veut dire que Action aujourd'hui, si on s'en tient à l'information qu'on nous a donnée, ça veut dire que Action aujourd'hui, les Malgaches ont aujourd'hui 11% de l'action dans Togocom et que le gouvernement togolais n'a plus que 29%. Il faut qu'on s'entende bien. Au départ, on nous avait dit que les Malgaches avaient 51% et que le gouvernement avait 49%. Alors, les 20% que détenait Agou Holding là, c'était dans le portefeuille du gouvernement ou bien c'était un portefeuille à part? Ou bien on avait mis ça où? Pour que Action aujourd'hui rachète les 20%. Vous voyez les anomalies de ce montage financier? De mes informations, il ressort que lorsque on se met dans un processus de privatisation comme le cas de Togocom et que on ne sait pas si la privatisation va réussir ou pas, on met
une proportion d'actions en réserve. On met 10%, 20%, 15% en réserve. Ça sert un peu de matelas d'amortissement. C'est-à-dire que dans les 3 prochaines années de la privatisation, si l'entreprise privatisée rencontre des difficultés, on utilise les 20% pour relever l'entreprise. Donc, dans les 3 premières années de la privatisation. Donc, dans le cas d'espèce, on a réservé les 20% dans la privatisation quelque part qu'on a remis au groupe ECP. C'est ECP qui gardait les 20%. Ce n'est pas Agou Holding. Mais le gouvernement a menti en 2019 en disant qu'eux, ils avaient 49%. Ils n'avaient pas 49%. Ils n'avaient pas 49% du moment où on parle aujourd'hui de 20% qui est détenu par Agou Holding. Donc le gouvernement n'avait pas 49%. Ou bien Action n'avait pas les 51%. Donc Action n'avait pas les 51%. Donc en réalité, soit le gouvernement n'avait pas les 49%, soit Action n'avait pas les 51%. Donc je pense que c'est Action qui avait 32% et n'avait pas les 51%. Donc on nous a menti dès le départ que les Malgaches avaient 51%, alors que les Malgaches n'avaient que 31%. Donc les 20%, on les a donnés à ECP et l'idée qui a prévalu à la mise à l'écart de ces 20%, c'est que on puisse, ça sert de garantie, d'actionnariat de garantie au cas où la société rencontre des problèmes dans les 3 prochaines années de la privatisation. Mais si la société n'a pas de problème, au bout des 3 ans, les 20% là, on permet au personnel, aux employés de la société de les racheter. Donc, les employés peuvent racheter les 20% pour devenir copropriétaires de la société. Maintenant que les 5 ans sont passés et qu'on ressort les 20% qu'on avait gardés quelque part, au lieu de permettre aux employés du groupe Togocom de racheter les 20%, on fait un tour de passe-passe. On dit que les 20% ont été rachetés par Agou Holding auprès de ECP et finalement Agou Holding revend les 20% à Action qui devient l'actionnaire majoritaire de Togocom. Attendez, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Oui, il y a les 100 CDD de Togo Télécom aussi qui ont été licenciés. Ouais, il y a les 200, les 330, les 320 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la plupart étaient en CDI, et les 100 personnes de Togo Télécom qui étaient en CDD aussi qui ont été licenciées. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de confusion totale. On ne sait pas véritablement qui fait quoi dans cette histoire de privatisation de Togocom. La seule chose que nous savons, ce montage financier profite à quelqu'un dans le pays. Ce montage financier profite à quelqu'un dans le pays. Il y a quelqu'un dans le pays, au Togo, que moi je ne vais pas prendre la peine de citer, mais que vous tous vous savez, qui se cache derrière les histoires de privatisation, qui rachète les sociétés qui appartiennent à nous tous et qui les garde pour lui et qui fait les affaires avec le pays. Il y a quelqu'un au Togo qui se cache derrière les histoires de privatisation et qui met des sociétés écrans, qui met des individus écrans et qui rachète les bijoux de famille qui appartiennent à nous tous les Togolais. Il y a quelqu'un au Togo qui fait ça, qui fait les affaires avec le pays et qui se fait de l'argent sur le dos de tous les Togolais. Tout ce que vous voyez là, qui sont devant là, ce sont les cachisses, ce sont les écrans. Ce sont les écrans. Il y a quelqu'un au Togo qui est avide d'argent, qui veut de l'argent à tout prix, qui n'est jamais satisfait d'avoir tellement d'argent, qui se cache derrière les privatisations, qui rachète les sociétés en mettant des farfelus devant et qui se fait de l'argent sur notre dos. Et cette personne-là, il faudra la trouver. Il y a quelqu'un au Togo qui se fout de nous tous. Parce que ces sociétés que vous voyez, ce sont des bijoux de famille. J'ai l'habitude de vous le dire, ce sont les bijoux de famille. Ça nous appartient à nous tous. Nous sommes copropriétaires, co-actionnaires. D'où vient qu'un seul individu peut en disposer comme il veut, il le vend à qui il veut, ou bien lui-même, il se cache derrière des gens pour acheter. Et à chaque fois que nous dépensons 1 franc, ça rentre dans sa poche. Donc, il y a quelqu'un au Togo, je vous laisse l'attitude de deviner qui c'est, de deviner qui fait ça,
qui se cache derrière les processus de privatisation, qui ramasse de l'argent sur notre dos, qui est propriétaire de certaines sociétés. Il y a quelqu'un qui avance masqué au Togo dans la privatisation. La personne avance masquée. Nous savons tous qui est la personne, mais la personne se fait de l'argent sur notre dos et avance masquée. Donc, les malgaches là, c'est des larbins. C'est des larbins. C'est des gens qui sont là, le vrai propriétaire est ailleurs. Donc, le scandale Togocom, voilà les dégâts que ça a créé sur le plan social, sur le plan même de tout ce qu'ils ont vendu, les acquis, les infrastructures, tout ce qu'ils ont vendu, tout ce qu'ils ont démantelé. C'est ça. Et donc, on ne peut même pas en parler. Parce que vous en parlez, vous allez en prison. Vous en parlez, vous allez en prison. Donc, voilà la situation de Togocom qui est en train de susciter des débats. Et comme j'ai eu à le dire, ils ont créé une nouvelle société anonyme qu'ils appellent Timoni, puisqu'ils ont constaté que Timoni fait rentrer énormément d'argent. Timoni fait tellement d'argent qu'ils ont créé une nouvelle société SA Timoni qui est dans le groupe de Togocom et il vient de nommer une nouvelle directrice de Timoni. Et cette dame qui est dans le groupe Action a rejoint le Togo, Madame Catherine Savary, comme nouvelle directrice de Timoni Togo, société anonyme. Ça aussi, c'est un autre débat qu'il faut ouvrir avec les histoires de Timoni, tous les commissions qu'on prélève sur les transactions et tout ça. Donc, on assiste à un pillage à ciel ouvert de toutes les ressources du Togo dans tous les domaines. Donc, Timoni aujourd'hui est devenue une société anonyme, hein, avec une directrice. Et Sina Lawson qui nous a dit que l'État a 49% et l'État ne laissera pas faire. Est-ce que, quel a été ça, elle, Sina Lawson, son avis lorsque la société Timoni a été créée et qu'on a nommé aujourd'hui une dame qui vient de l'extérieur. On me dira, ouais, que les Togolais sont aussi ailleurs, ils occupent des postes de responsabilité, c'est vrai. Mais quand vous avez un État qui a 49% d'actionnariat dans une société, il n'a même plus une minorité de blocage, c'est plus qu'une minorité de blocage. Et cet État a un mot à dire sur l'état de la société, sur comment la société est gérée. Donc, il y a quelqu'un au Togo qui se fout de nous, tous, qui est à la fois décideur, homme d'affaires ou femme d'affaires, qui gère tout dans son propre intérêt. Il y a quelqu'un au Togo qui est devenu propriétaire exclusive de tout le Togo et qui se cache derrière pour racheter des sociétés en mettant des larbins devant. Cette personne-là, il faudra qu'on le trouve, qu'on la trouve. Il faut qu'on trouve cette personne-là pour qu'on lui demande pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Combien avez-vous besoin pour vivre? Vous n'allez pas vivre 100 ans. Vous avez besoin de combien pour vivre, pour être autant accro à l'argent? Pour être autant accro à l'argent. Être partout, il y a l'argent. Partout, accro à l'argent. C'est vrai que les Togolais aussi font des miracles ailleurs. Le nouveau directeur de JP Morgan, la banque américaine qui s'installe en Côte d'Ivoire, c'est un Togolais. Bon, ça, c'est purement dans le domaine privé. Mais ici, non, c'est pas possible. Donc, quand vous faites vos transactions financières sur Timoni et que les gens font les prélèvements, c'est des milliards qu'ils recordent. C'est des milliards. Donc, comme on a su que Timoni fait énormément d'argent, ils ont créé une société carrément distincte. Mais rester dans le groupe Togocom. Donc, on a nommé une directrice là-bas. Donc, c'est un groupe qui va travailler aussi à côté de Togocom. Profitant dans les mêmes installations, les mêmes structures de Togocom. Et on sort de l'argent du pays. Donc, voilà tout ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur la situation de notre pays. Je pense que
Euh, j'ai pratiquement fait presque bientôt 3 heures. J'ai fait beaucoup, sinon un peu plus. Les sujets sur la Banque mondiale, tous les projets financés par les partenaires Banque mondiale, FMI, tout ça, je vais revenir là-dessus. Je suis en train de les compiler avec l'aide de ce compatriote très engagé. On va faire de notre mieux pour passer au peigne fin tous ces projets-là, pour voir quel impact ces projets ont eu sur les populations. Il faut qu'on interpelle la Banque mondiale. Il faut que nous commençons par interpeller les institutions de Bretton Woods et les partenaires bilatéraux. Il faut qu'on les interpelle. Et ça, c'est le travail, en fait, des hommes politiques. Le journaliste, il fait des recherches, il publie les recherches, il fait des articles, mais il revient aux hommes politiques de jouer leur partition. Imaginez que les hommes politiques du Togo saisissent la Banque mondiale en listant un certain nombre de projets qui se sont soldés par un fiasco et en disant à la Banque mondiale, mais comment est-ce que vous pouvez continuer par financer des projets comme ça et endetter le pays? Vous savez très bien que les 2 tiers, une partie de l'argent de ces financements rentre dans des poches des dirigeants par les circuits de corruption. Par les circuits de corruption. Et donc, vous le savez, parce que vous évaluez les projets. Quand il y a un projet en cours, il y a les évaluations à mi-parcours, il y a les évaluations, une évaluation finale du projet. Comment se fait-il que la Banque mondiale, le FMI, l'AFD, l'Union européenne, la GIZ, toutes ces institutions, la Chine, le Japon, vous continuez de financer des projets au Togo qui ne se soldent pas par des résultats et vous n'arrêtez pas. Parce que ces financements sont des crédits qui sont en train d'alourdir la dette du Togo. Aujourd'hui, si les choses sont chères au Togo, nous devons savoir qu'il y a une dette à payer. Il y a une dette à payer. Quand il faut payer la dette et le service de la dette, l'État est obligé de harceler les opérateurs économiques, de racketter les populations pour les impôts. Donc, c'est ça la réalité. C'est un circuit économique, c'est des vases communicants. Donc, aujourd'hui, il faut que les hommes politiques au Togo, s'il y en a encore, et je pense qu'il y en a, essayent de saisir les institutions de Bretton Woods en les prenant sur les faits, en disant mais on ne peut pas continuer. Parce que là, le Togo rentre dans un cycle de discussion avec la Banque mondiale, avec Sandra Johnson, pour chercher 190 milliards. Les 190 milliards, ils vont leur accorder ça, et avec tout ce qui va avec, dans 2 ans, 3 ans, vous verrez que les 190 milliards n'ont servi à rien. On a peut-être utilisé 50, 60 milliards, le reste, c'est tombé dans les poches des gouvernants qui se font de l'argent. C'est ça. Et donc, il faut interpeller tous ces gens-là. Il faut leur écrire, il faut les saisir pour dire, mais vous ne pouvez pas continuer. Mais le Congo-Brazzaville, quelqu'un en parle, le Congo-Brazzaville est un pays aujourd'hui en faillite. C'est l'ami de Faure Gnassingbé, Denis Sassou Nguesso. C'est un pays, le Congo-Brazzaville, qui est un pays qui produit du pétrole, est totalement en faillite aujourd'hui. Même les ordures n'arrivent pas à ramasser à Brazzaville. Au point que Denis Sassou Nguesso a interdit ses ministres de sortir jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de salaire. Les gens accumulent 6 mois de salaire, 7 mois de salaire. C'est un pays voisin qui intervient pour les aider. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans la même situation. Parce qu'on a une gouvernance clanique qui ne fait pas avancer le pays. Dans le système RPT-Uni, les clans se combattent. Les clans ont des avis contradictoires sur les décisions à prendre pour gouverner le pays. Et conséquence, les clans se neutralisent. Donc, Faure Gnassingbé, son mentor, c'est Denis Sassou Nguesso. Eux-mêmes, ils s'appellent empereur. Vous avez vu, Denis Sassou Nguesso était venu à Lomé, au bas de l'avion, il a appelé Faure empereur. Faure aussi l'a appelé empereur. Il s'appelle empereur. C'est ça. Donc, et cette gestion clanique, parce que, justement, le Congo a été géré de façon clanique. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le pays est en faillite, puisque le coût du pétrole s'est effondré. Le pétrole étant pratiquement la seule ressource qui leur revient. Donc, aujourd'hui, le pétrole a plombé. Et donc, il n'y a plus énormément de recettes. Et donc, le pays est totalement à terre. Nous risquons d'avoir la même situation chez nous. Parce que la gestion clanique, elle renvoie l'argent dans les circuits de la corruption. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pratiquement rien. Vous prenez le Togo aujourd'hui, depuis les mairies jusqu'à la présidence, il n'y a pas de contrôle sur l'argent public qui est géré. Et tout le monde est content parce que tout le monde est mouillé quelque part. Tout le monde est mouillé quelque part. Et au Congo-Brazzaville, dans le projet de loi de 2025, vous savez ce qu'ils ont décidé?
ils ont décidé d'instaurer une taxe qu'ils appellent la taxe de la solidarité nationale. Le pays est tellement en faillite qu'ils ont décidé que chaque mois, un Congolais doit payer une taxe de 100 francs. Donc 1200 par mois. Non, 100 francs par mois, 1200 l'année. Chaque Congolais doit payer 1200 chaque année comme taxe de solidarité pour permettre à renflouer les caisses de l'État. C'est la taxe qui sera appliquée à partir de l'année prochaine, début janvier, à tous les Congolais. 100 francs par mois sur toute l'année. Ça fait 1200. Vous voyez ça? Le Congo, un pays pétrolier, aujourd'hui en faillite. Donc, ça risque de nous arriver. On a déjà des difficultés à payer les salaires. On a déjà des difficultés à payer les salaires au Togo. Ça, les gens font comme s'ils ne se rendent pas compte. Ça va arriver. Parce que les coupeurs de route dans le pouvoir qui prennent leur part avant que l'argent n'arrive à destination sont plus nombreux. Les coupeurs de route sont plus nombreux. Ils sont sur toutes les voies. Partout où il y a le circuit de l'argent, ils sont là, ils aspirent leur part. Donc, le peu qui rentre dans les caisses de l'État pour faire face aux charges de la République, ce n'est pas assez énorme. Donc, les charges de fonctionnement, les salaires et tout ça, à un moment donné, ça va commencer par être difficile. Donc, ne pensez pas que quand nous venons évoquer ce genre de sujet-là, c'est parce qu'on n'a rien à faire ou bien on est contre quelqu'un. Non. Aujourd'hui, les coupeurs de route, ils sont les braqueurs de la République, les coupeurs de route, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Et chacun dans son clan. Chacun dans son clan. Et donc, au Togo, là-bas, il ne faut même pas envisager une augmentation de salaire. N'envisagez pas une augmentation de salaire dans les années qui viennent. On vous dira qu'il n'y a pas d'argent. On vous dira de vous contenter du peu que vous avez. On vous dira qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça la réalité. Donc, voilà ce que moi je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce dimanche. Et je finis en disant que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui est en train de se préparer à partir après ces 2 mandats, il a fait une déclaration il y a quelques jours, je pense qu'il y a au moins de 2 semaines. Il disait que lui s'en va tranquillement, il n'est pas de ces dirigeants qui modifient les constitutions pour modifier les règles du jeu, qui modifient les constitutions pour s'accrocher au pouvoir. Oui, cher ami Edouard et Folie à côté, effectivement, c'est comme ça qu'il s'appelle. Fort et Denis Sassou Nguesso, il s'appelle empereur. Mais vous suivez l'actualité, vous ne suivez pas les événements. Quand Denis Sassou Nguesso est arrivé au Togo, Faure Gnassingbé l'a accueilli au bas de l'avion, il a appelé empereur. Et Sassou Nguesso s'est dit, empereur, vous n'avez pas écouté ça. Il faut bien, faut bien suivre les choses. Donc, il s'appelle empereur. Donc, dans leur tête, ils gèrent des empires, hein, c'est des empereurs. Donc, c'est leur nom de code, c'est des empereurs. Donc, non, mais je n'étais pas là-bas, j'étais pas là-bas, mais si vous avez suivi, quand il était accueilli à l'aéroport, il y avait le son. Quand il se saluait, quand le président vient au pied de l'avion pour accueillir son homologue, il se saluait, il y avait le son. Il y avait le son. Vous suivez la télévision, mais vous regardez les images, vous ne suivez pas. Il y avait le son. C'était lors d'une visite il y a 6 ans ou 7 ans de Denis Sassou Nguesso à Lomé. Ils se sont appelés empereurs. Il y a le son, donc vous pouvez écouter. Donc Nana Akufo-Addo qui a dit qu'il n'est pas de ces dirigeants qui modifient les constitutions pour s'accrocher au pouvoir et qu'il s'en va tranquillement à la retraite. Cette sortie de Nana Akufo-Addo est apparue comme une pierre qu'il a jetée dans le jardin à la fois d'Alassane Ouattara et de son voisin de l'Est. Bon, on n'a pas entendu des bourdonnements du côté de la Côte d'Ivoire, mais il semble que du côté de l'Est, dans l'empire dans l'empire du Togo, cette déclaration n'a pas fait du bien. Quelqu'un s'est senti visé ou quelqu'un s'est mouché après cette déclaration-là et a pris ça très mal en disant que c'est à lui qu'on faisait allusion. Et
Et ça l'a affecté. Hein, quelqu'un n'a pas du tout apprécié cette déclaration. Et je vous disais dans le live de mercredi que la situation au Togo, elle finira par se décanter. Elle finira par se décanter. Faure Gnassingbé, il a son projet. C'est celui de s'accrocher au pouvoir et de mourir au pouvoir pour ne pas avoir à rendre compte de sa gestion. C'est son option. C'est l'option de moi ou le chaos. C'est son option. Et il se donne tous les moyens de rester au pouvoir. Mais l'homme propose, Dieu dispose, comme on le dit. L'homme propose, Dieu dispose. Les facteurs de changement d'un régime sont à la fois endogènes et exogènes. J'ai eu à le dire plusieurs reprises. Aujourd'hui, l'environnement régional, ce qui se passe dans notre région, n'est pas à l'avantage de Faure Gnassingbé. Il a beau faire son plan, il a beau imaginer ce qui... Mais les événements risquent de le rattraper. Au moment où peut-être lui-même il s'entendra le moins. D'ici l'année prochaine, ou d'ici 2 ans, d'ici l'année prochaine, Nana Akufo-Addo va partir. Faure était là avant lui. Talon va partir en 2026, certainement. Ouattara va partir. S'il ne part pas de son propre gré, il est fatigué, il va partir d'une manière ou d'une autre. Mais tous ces gens-là, Faure était là avant eux. Comme Faure était là avant d'autres personnes qui sont déjà parties. Comme les Yahi-Boni, comme les Kérékou, comme les Atamils, comme John Kufuor, comme Mahama, comme Gbagbo, comme... comment il s'appelle Obasanjo, comme Jonathan Goodluck, comme Yaradua, comme comment il s'appelle Blaise Compaoré, comme Kaboré, comme Kafando, comme Ibeka, comme Macky Sall. Faure était là avant tous ces gens-là. Tous ces gens-là sont partis. Comme Bazoum. Tous ces gens-là sont partis. Comme Bouhari. Vous pensez que avec tout ce qui se passe dans la région là-bas, il va commencer par être le seul survivant de cette région-là, le seul visage que les gens vont continuer par voir pendant que les autres sont en train de partir. D'une manière ou d'une autre, il partira. Ça va se décanter. Ça va se décanter. Le plus important, c'est qu'on ne croise pas les bras. C'est qu'on ne laisse pas les choses se passer. Comme ça, en disant, on dort sur nos lauriers, on dit non, il va partir. L'évolution même de la situation régionale, avec les implications sécuritaires, les enjeux qui vont au-delà seulement de notre région, vont faire qu'un jour, il sera débranché d'une manière ou d'une autre. Attendez, vous allez voir l'évolution de la situation. C'est lui et ses éléments qui pensent que, bon, ils sont là. Celui qui a déjà fait 20 ans au pouvoir, il doit savoir qu'il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Hein. En tout cas, en 2024. On n'est pas dans les années 80, en 2024. Qui a déjà fait 20 ans au pouvoir, doit savoir qu'il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Donc, on doit rester zen. On doit rester zen. On doit rester zen. C'est eux qui pensent qu'ils tiennent les câbles. Les câbles vont les lâcher. Les câbles vont les lâcher. Les gens comme les Macron vont partir. Peut-être que Trump va revenir bientôt, dans 3 semaines. On ne sait jamais. Le monde évolue. Le monde évolue. Le monde évolue. Et la géopolitique aussi. Les intérêts aussi. Les enjeux aussi. Donc, il ne faut pas croire que le monde est gouverné en 2024 comme il était gouverné dans les années 80. Hein. Donc, les choses risquent de se précipiter. Surtout dans une région. Cette région que vous voyez là, c'est une région assez sensible. Hein. Et les pays comme le Togo ne vont pas être la tache noire qui va continuer par être dans une région qu'on essaie de stabiliser. Donc,
Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ne serait-ce que pour ça, je suis tranquille. Les nouvelles de Paul Biya. Non, moi, je ne m'occupe pas des Camerounais. Hein. Ceux qui s'occupent des Camerounais. Moi, je vous ai dit, moi, je ne m'occupe que du Togo. Ce qui se passe ailleurs, là, ça ne me regarde pas. Si vous avez des intérêts avec Paul Biya, il faut vous informer sur les sites camerounais. Moi, je ne m'occupe du Togo. Parce que je ne vois pas... moi, je ne m'occupe du Togo. Cameroun, tout ça, c'est pas mon problème. Je ne m'occupe que du Togo. Voilà. Si un chef d'État meurt, les autres vont trouver un moyen pour le remplacer. Moi, je ne m'occupe que du Togo. C'est le Togo qui m'intéresse. Ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas mon problème. Parce que je ne vois personne se battre aussi pour nous. J'ai l'habitude de le dire. Peut-être que vous pensez que je fais... Non, moi, je ne m'occupe que du Togo. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui s'implique vraiment dans la crise togolaise pour nous aider? Personne. Personne. Et les gens se moquent même de nous. Donc, moi, je m'occupe du Togo. C'est le Togo. Parce que demain, si ça chauffe là, je n'irai pas vivre au Cameroun ou... C'est pas non. Je rentre au Togo. C'est le Togo qui est mon pays. Comment faire pour que le Togo soit un pays digne? Un pays qui retrouve sa normalité. Un pays qui nous rend fiers. Un pays où demain, si je passe, on dit Togolais, je peux bomber le torse. C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste là, c'est pas mon problème. On peut dire que c'est du chauvinisme. Mais je m'en fous. C'est le Togo. C'est nous qui avons le temps pour nous occuper des autres choses. Les autres ne savent même pas que nous existons. C'est ça la réalité. Donc moi, je m'occupe du Togo. Donc je ne peux pas vous dire si Paul Biya est vivant ou s'il est mort. S'il est mort, on saura. S'il est vivant aussi, on le saura. Mais pour le moment là, c'est le Togo qui a des problèmes. C'est nos pères, nos parents, nos frères et sœurs qui sont victimes d'injustice, qui n'ont pas à boire, qui sont dans l'inondation, qui ont des problèmes de route, qui ont des problèmes d'hôpitaux, qui ont des centres de santé qui n'existent pas. C'est au Togo que ça se passe. Ce n'est pas au Cameroun. Les Camerounais se battent aussi pour leur pays. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà donc ce que je voulais dire pour conclure le direct de ce jour, pour dire que moi, je suis confiant. Je suis confiant qu'il y aura un déclic. Il y aura forcément un déclic. Et il y aura forcément un déclic par rapport à ce qui se passe au Togo. Je ne suis pas devin, je ne suis pas dans les plans de Dieu pour savoir comment le déclic va arriver, mais je sais que les gens ont leur plan, mais je ne parlerai pas de la providence ou bien de Dame Nature, mais je sais que il y a des choses qui... Les lignes vont bouger au Togo. Les lignes vont bouger. Et ceux qui sont au pouvoir là, eux-mêmes, ils sont plus préoccupés que nous, qui les combattons. Ceux qui sont au pouvoir là, il y en a parmi eux qui sont plus conscients que ça ne va pas, que nous qui venons crier sur eux. Vous savez le nombre de personnes qui sont dans le système, qui veulent quitter le système, mais qui n'ont pas la possibilité de quitter. Ils sont devenus l'otage du système. Vous savez le nombre de personnes qui sont dans le système, qui ne peuvent pas jouir de tout ce qu'ils ont amassé dans le système. Vous savez le nombre de personnes qui sont dans le système, qui souhaitent que le système prenne fin pour qu'ils puissent retrouver la liberté. Ils sont pleins. Ils sont pleins dans le système. Ils sont même autour de Faure Gnassingbé, directement. Faure même sait. Et lui-même, il le sait. Il y a plein de gens qui sont dans le système qui sont fatigués. Certains qui ont tellement eu d'argent qu'ils sont en train de mourir à petit feu. Ils n'ont même pas eu le temps de jouir de leur fortune, de l'argent qu'ils ont volé. Donc, il y en a plein. Donc, dans les systèmes de ce genre, pour ceux qui ont fait étudier les systèmes politiques, généralement, l'implosion vient de l'intérieur. Le système s'implose de l'intérieur. Donc, il y a énormément de gens qui sont fatigués de ce système. Ce n'est pas les petits qui sont arrivés, qui ne comprennent rien, qui veulent aussi manger leur part, qui sont en train de faire leurs petits zozos, tout ça. Non, ça va les surprendre. Ça va les surprendre. Voilà. Donc, continuons d'agir, continuons d'interpeller, continuons de dénoncer, continuons de dire ce qui ne va pas, ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et avec la bénédiction du Seigneur, on va y arriver un jour. Oui, salut Aïovo, merci beaucoup, j'ai compris. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà ce que moi je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et j'espère que
euh, nous allons, euh, nous allons faire nous allons faire de notre mieux pour que notre pays soit un pays respectable. Donc, laissons de côté les histoires de gris-gris, les histoires de quoi. Ça ne développe pas, c'est pas avec ça qu'on développe un pays. Le monde est en train d'évoluer à la vitesse grand V. Donc, regardez les villages, regardez nos localités. Il y a quoi? Il n'y a rien. Allez regarder comment les gens vivent. À peine les gens arrivent à boucler un repas par jour. Donc, tout ça devait nous préoccuper. Donc, voilà. Et donc, pour finir ce direct, donc, je vous recommande encore ce livre. Thomas Hoffmann, Bouaké, le dernier cold cast de la France-Afrique. Un très bon livre. Un très bon livre pour ceux qui sont férus de lecture. Moi, je lis beaucoup. Je lis énormément. Donc, depuis que j'étais petit, hein, je lis. Je dormais même dans les bibliothèques. Donc, c'est un très bon livre que je vous recommande. Et c'est important de lire pour comprendre certains enjeux. Ça nous permet d'éviter d'être l'otage des experts sur Facebook, tous ceux qui racontent tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Et vous pouvez le trouver. Thomas Hoffmann. Thomas Hoffmann, c'est un journaliste. Il est généralement souvent sur les plateformes, sur les médias, qui a parcouru l'Afrique, qui a fait beaucoup de dossiers. Avec Antoine Glaser, ils ont fait beaucoup de dossiers sur l'Afrique. C'est des gens qui ont accès à des archives. Et voilà. Et le Togo a été énormément cité dans ce livre. Comment le Togo a servi de base arrière, à la fois pour les transactions d'armes pour Gbagbo, et puis après qui a servi aussi à déstabiliser Gbagbo. Le Togo a joué les deux jeux, le double jeu. Donc à travers Robert Montoya. Robert Montoya qui était un trafiquant d'armes français qui était basé à Lomé, que tout le monde connaissait. Donc voilà, et Thomas Hoffmann. Merci, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci aussi à tous ceux qui ne nous aiment pas trop, qui viennent nous insulter dans le live. C'est bien aussi. Votre avis aussi compte. On a besoin de tout le monde pour avancer dans la vie. On a besoin des admirateurs, des ennemis aussi. Sans les ennemis, on ne peut rien faire dans la vie. On a besoin de tous ces gens-là, tous ceux qui viennent nous insulter. C'est quand on n'a pas d'arguments qu'on insulte. Voilà, donc quand on a des arguments, on vient opposer ces arguments aux arguments de celui qui parle. Mais quand on n'a pas d'arguments, on insulte. Donc merci aussi pour les insultes, les injures. Je prie pour vous, je prie pour que vous qui venez nous insulter demain, vous ne tombez pas dans une situation d'injustice au Togo, ou que vous n'ayez pas une maison qui s'effondre, ou bien que vous ne soyez pas victime d'injustice. De double vente de terrain, que vous ne soyez pas victime d'un procureur zélé, d'un juge, d'un militaire. Je prie que rien de cela ne vous arrive, vous qui venez nous insulter. Nous prions pour vous et on prie pour vos familles aussi. Pour le reste, la Providence en charge. Donc, que